Merci d'être avec nous sur les antennes de votre télévision Burkina Info. Un nouveau rendez-vous, un cadre nouveau donc qu'on vous offre à travers l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous allons parler donc du domaine de la santé qui touche tous les Burkinabés sans exception parce que on a tendance à le dire très souvent, même si vous n'êtes pas malade aujourd'hui, demain vous pouvez être malade, vous pouvez vous retrouver un jour ou l'autre à l'hôpital. Et pour décrypter tout ce qui est lié aux questions de santé au Burkina Faso, nous allons parler avec le docteur Alfred Ouedraogo qui est du syndicat des médecins du Burkina Faso. Il est le secrétaire général. Docteur Ouedraogo, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Merci, c'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous offrez au syndicat national des médecins du Burkina d'échanger sur des questions de santé qui concernent nos populations. Alors, à la création du syndicat, ce que l'on sait, c'est que vous étiez le responsable chargé des questions juridiques. Après, vous êtes devenu secrétaire général, donc ça veut dire que le changement a été tellement rapide. Oui, évidemment, au syndicat des médecins, nous concevons le syndicalisme autrement. Nous n'avons pas pour profession syndicaliste. Donc, nous apportons notre contribution dans le cadre d'un roulement. Et dans nos textes, il est clair, nous ne pouvions pas faire plus de 2 mandats dans le bureau, de sorte à ce que nous puissions créer systématiquement l'alternance pour changer, renouveler les cadres, également de concertation avec un certain nombre d'acteurs publics, pour que cela puisse être plus bénéfique au système de santé. Alors, quand on se rappelle de l'historique même de ce syndicat, à la création, vous n'avez pas fait l'unanimité parce qu'il y a même certains doyens, certains qui sont plus âgés que vous dans la médecine, notamment des professeurs, qui ont vu en cette démarche-là une initiative des jeunes pour contrecarrer peut-être des possibilités qui leur sont offertes. Oui, il faut simplement dire que le changement à tous les niveaux, l'innovation à tous les niveaux, pose toujours problème. Il y a des gens légitimement qui ont peur d'aller dans un changement. Il y a des gens qui ont peur de ce qui est nouveau. Et il y a des gens qui sont susceptibles, sceptiques et circonspects. Ça, c'est normal. Mais je crois qu'au fil du temps, nous avons travaillé à les rassurer que nous sommes juste un syndicat vraiment qui veut travailler pour l'amélioration des conditions de vie de notre corporation et partant de cela, l'amélioration des conditions de vie des populations en matière sanitaire. Alors, la création des syndicats, en principe, ça n'aurait pas dû créer tous ces soucis qu'on a évoqués tout à l'heure, parce qu'un syndicat, c'est pour défendre une cause noble. Oui, mais vous voyez, dans le domaine de la santé, il y a plusieurs syndicats. Il y a le syndicat des pharmaciens, il y a le syndicat des infirmiers, il y a le syndicat des sages-femmes, il y a également le SUNCHA. Et le plus souvent, quand un nouveau syndicat, parce que nous sommes le dernier syndicat corporatiste, parce que les médecins n'avaient pas de syndicat propre, quand vous voyez le jour, les autres syndicats qui sont là se disent, bon, surtout quand il y a un syndicat qui regroupe des médecins, ils se disent très vite, vous venez pêcher sur leur terrain et là, ça peut créer un certain nombre de susceptibilités. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce malaise-là n'existe plus parce que nous collaborons très bien entre syndicats de sorte à rassurer les uns. Alors, doit-on percevoir dans la création même de votre syndicat une révolution dans le domaine de la médecine parce que ce ne sont que des médecins qui sont dans ce syndicat? Partout ailleurs, il y a des syndicats de médecins. Mais je parlais notamment du contexte du Burkina Faso parce que c'est une première. Évidemment, au Burkina, c'était une première parce qu'avant, on n'était pas suffisamment nombreux peut-être pour créer un syndicat. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 médecins. Nous pensons que nous avons des problèmes spécifiques liés au corps. Cela ne nous empêche pas d'aller dans un cadre global de lutte avec les autres syndicats. Du reste, dans certains pays, il y a même des syndicats des médecins généralistes, il y a des syndicats des spécialistes, et même dans les spécialités, il y a différentes syndicats. Donc, il y a différents types de syndicats. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes un syndicat qui posions des actions sur des questions spécifiques liées aux médecins. Du reste, quand vous prenez les ordres, vous avez l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers. Cela témoigne du fait... Aussi, il faut en absolument, parler. oui, mais je veux dire qu'au sein même du corps de la santé, il y a plusieurs types d'ordres qui s'occupent des questions déontologiques. Cela dénote des spécificités de chaque corps. Les médecins ont des spécificités que les pharmaciens n'ont pas, les sages-femmes ont des spécificités que les médecins n'ont pas, les infirmiers ont des spécificités que les médecins, les pharmaciens n'ont pas. Donc nous avons estimé qu'il fallait créer notre cadre de dialogue, de concertation, de lutte pour en tout cas revendiquer un certain nombre d'éléments spécifiques
aux médecins. Cela, comme je le dis, ne nous empêche pas dans un cadre unitaire de lutter ensemble. Le docteur Ouedraogo, on se rappelle également de la création de ce syndicat des médecins du Burkina Faso il y a quelques années. Et ce jour-là, le docteur Doro, qui était le premier secrétaire général du dit syndicat, a fait une déclaration qui a, je dirais, tétanisé l'opinion, parce que c'est ce jour-là qu'on a appris qu'un médecin n'avait même pas 200 000 francs de salaire pour le premier salaire. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que depuis que votre syndicat a vu le jour, ça a augmenté? Est-ce que vos salaires, quand un généraliste quitte les bancs de l'université, qu'il a fini de soutenir, qu'il est docteur, il touche plus de 200 000 francs aujourd'hui? Oui, après la mise en place de notre syndicat, nous avons pu obtenir un certain nombre d'améliorations, mais pas très sensibles. C'est bien qu'on rappelle parce que... C'était moins de 200 000, 149 000, mais je peux vous le dire, aujourd'hui un médecin généraliste a 146 000 francs comme salaire de base. Et les indemnités... Après combien d'années d'études, parce que c'est important? Après 8 ans. Bon, mais il ne faudrait pas faire du fétichisme sur le nombre d'années. Nous disons seulement que, eu égard au travail que nous faisons, 146 000 francs comme salaire de base, ça pose problème. Ce n'est qu'en 2014, et vous savez dans quel contexte, quand on a voulu apaiser le front social, qu'on a eu cette augmentation d'indemnités, et les indemnités d'un médecin généraliste se lèvent à 166 000. Plus les 140 000. 40 000. Donc, mais avant, nous n'avions pas un médecin généraliste tourné autour de 200 000. Et ce n'est qu'en 2014, nous estimons que, bon, ça, c'est un pas en avant. Mais il faut reconnaître que quand vous allez à la retraite, ce n'est pas les indemnités qui comptent. Mais au fil du temps, on sait qu'il y a des médecins généralistes aussi qui ont 400 000, 500 000, 600 000. Oui, avec l'ancienneté, mais combien d'années? Alors, docteur Ouedraogo, est-ce que ce n'est pas cela aussi qui décourage beaucoup de jeunes qui ont cru en l'avenir de la médecine, qui depuis le lycée se sont dit « je vais être un médecin » parce qu'on voyait le médecin comme un être exceptionnel dans la société. Mais si vous finissez 9 années d'études, indemnité plus salaire fixe, vous êtes à 250 000, moins de 300 000, c'est décourageant tout de même. C'est Oui. comme une perte de temps. Oui, absolument. C'est pour cela que nous avons, dans le cadre de notre colloque, établi un certain nombre de constats. Le constat est très amer. Les médecins ne sont pas motivés à aller dans le public. Voyez-vous, les centres confessionnels rémunèrent mieux les médecins que l'hôpital. Ça peut atteindre combien dans les centres Non, mais confessionnels? vous avez des spécialistes dans les centres confessionnels qui ont 1 500 000. Je ne dis pas de donner ces salaires. Mais il faut dire simplement qu'aujourd'hui, le privé attire mieux et rémunère mieux les médecins. Et cela dit, quand on décide d'être médecin, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, on est dans une situation... Alors, vous dites que quand on décide d'être médecin, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Moi, je me rappelle que j'ai discuté avec un avocat qui est le président du syndicat des avocats qui m'a clairement dit que c'est pas, et ils ne sont pas non plus, n'ont pas fait vœu de pauvreté. Un magistrat touche 1000 fois mieux qu'un médecin. C'est la même chose qu'un avocat à travers tout ce qu'il gagne comme consultation. Même un préposé des douanes, mais il n'y en a plus, ce sont les assistants maintenant avec le niveau BPC. Ils touchent, quand on regarde un peu leur train de vie, ils n'ont rien à voir à un médecin qui fait 10 années d'études. Non, nous ne voulons pas verser mais c'est important parce que vous devez vous occuper du quotidien des populations. Oui, justement, c'est ce que nous avions dit. Il faudrait mettre fin à la faim parce que quand un médecin a faim, ce médecin ne peut pas correctement prendre en charge les malades. Mais quand vous voyez un certain nombre de corps, je ne vais pas en citer parce que j'évite beaucoup les comparaisons. Ce n'est pas le cas. Je crois que chaque corps a le droit de se battre pour améliorer ses conditions de vie. Mais quand vous avez des corps qui ont un niveau de recrutement de BPC qui touche mieux que les médecins, ça pose souvent un certain nombre de problèmes. Du reste, le problème ne réside même pas sur ces comparaisons. Le problème est public. Et c'est à la population et à l'État d'aviser. Mais l'État a avisé en 2014, vous avez dit tout à l'heure. En 2014, oui, mais ça, c'était global pour tous les fonctionnaires. Mais ça a fait changer votre statut, votre situation. Oui, évidemment, mais ce n'est pas toujours dans un sens voulu. Parce que convenez avec moi que si vous avez autour de 200 000, on augmente de 50 000 indemnités. C'est bien beau, mais je vous dis, le salaire de base, c'est ce qui vous reste à la retraite. Ça, c'est un. Mais quand on compare aux autres pays de la sous-région, quand vous comparez en Côte d'Ivoire, au Niger, où les médecins ont autour de 500 000, quand vous comparez au Bénin, où les médecins ont autour de 500 000 par mois, voilà. Et l'autre problème, c'est que cet effet engendre la fuite des médecins des hôpitaux vers d'autres systèmes. Quand on affecte un médecin en région, ce médecin, jeune médecin préfère, par exemple, aller en district au lieu d'aller au chercheur.
Et quand il y a Oui, des mais qu'est-ce qu'on gagne en allant dans un district et d'aller dans un Au niveau CHR? des districts, il y a des mécanismes de résilience qui permettent aux médecins d'avoir un certain nombre d'avantages qui n'existent Docteur pas. Ouedraogo, ça c'est un gros français. Parlons plus légèrement pour permettre aux Burkinabés moyens ou même ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde de nous comprendre parce que c'est un sujet assez sensible. Alors, quand vous parlez de mécanismes de résilience, est-ce qu'il y a des avantages particuliers qu'on a quand on est médecin dans un district? dans un district, vous avez beaucoup de formations, beaucoup de supervision, beaucoup d'ateliers. Et ce que Le médecin, ce n'est pas pour les ateliers, le médecin, c'est pour soigner les malades. Absolument, voilà pourquoi nous militons à ce que nous puissions clairement reformer le système de santé. Pour qu'il y ait un système hospitalier, avec un statut particulier pour le système hospitalier et un statut particulier pour ceux qui y travaillent. Parce qu'en fait, le but premier du médecin, c'est de soigner les populations. Voilà pourquoi nous militons à ce que, dans ce pays-là, nous puissions médicaliser le système de santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de santé de nursing, excusez-moi le terme, mais cela veut dire que 80%, par exemple, de nos populations sont prises en charge par des infirmiers. Du reste, qui font du bon boulot. Je profite de l'occasion pour les féliciter, parce que quand les infirmiers du Nord arrivent ici, ils sont étonné de la capacité vraiment de ces infirmiers. Donc on a de bons infirmiers, ça veut dire qu'ils sont bien formés. Qui vont même au-delà des prérogatives qui leur sont dévolues. Mais nous ne devrions pas continuer dans ce sens parce qu'il faut reconnaître tout de même que ces infirmiers ont des limites, objectivement. Et même ces infirmiers ne s'accommoderont pas à être pris en charge par leur père. Ils voudront être pris en charge par des médecins. Donc il faudrait travailler à médicaliser davantage ce pays, de sorte à ce que les populations, que vous soyez à Ouaga, que vous soyez à Falangutou ou à Tinakov, que vous puissiez être vus au moins par un médecin. Figurez-vous, il y a des gens qui naissent, qui tombent malades, qui meurent sans avoir eu la chance d'être vus par des médecins dans ce pays. Vous avez parlé de 2000 médecins pour l'ensemble du territoire burkinabé. Est-ce qu'il n'y a même pas un problème de répartition de ces 2000 médecins sur le territoire? Parce qu'il y a des zones où on n'a pas de médecins, vous l'avez dit, mais il y a d'autres régions aussi où on a une concentration de médecins qui finissent par être dans des cliniques privées et ne servent même plus le citoyen ordinaire qui est dans le besoin. Oui, vous avez pas mal de spécialistes qui sont à Ouaga. À Ouagadougou, Bobo n'en a même pas, c'est désolant. Donc, quand vous prenez les 2000, vous avez pratiquement 1500 dans la région du centre. 1500 dans la région du centre. Pourquoi? Ça veut dire les 500 autres Bénin, on les a dispatchés un peu partout. Périphérie. Et même là, beaucoup se retrouvent dans les districts. Figurez-vous, au chercheur de Gawa, il y a un problème de spécialistes. Au chercheur de Dori, il n'y en a quasiment pas. À Waïguya? À Waïguya, ça va parce que, bon, avec l'université qui s'y trouve, avec la perspective de transformer le chercheur de Waïguya en CHU, ça a pu attirer un certain nombre de spécialistes qui sont du reste intéressés par la carrière hospitalo-universitaire, tant cette carrière permet aux médecins de revaloriser, en tout cas, leur activité, mais aussi améliore leur rémunération. Donc, il y a un sérieux problème de répartition des médecins. Et pourquoi les médecins se concentrent dans la région du centre? Simplement parce que ces médecins veulent avoir de l'activité privée en sus de l'activité publique qui ne leur permettent pas... Le serment d'Hippocrate, est-ce que ça vous permet d'avoir ce comportement? Est-ce que c'est raisonnable même de la part des médecins qui a prêté serment de se comporter de cette manière? Qui abandonne ses malades dans les hôpitaux publics pour aller servir dans le privé. Est-ce que c'est normal? Non, il est condamnable, totalement condamnable qu'un médecin abandonne son boulot, son travail au public pour aller au privé. Cela est condamnable à tout point de vue. Sur le plan de la déontologie, oui, non. Nous, quand nous échangeons avec nos confrères, nous leur disons, sur le plan de la déontologie, sur le plan même des règles de l'administration, vous ne pouvez pas abandonner votre travail et aller. Mais j'en viens. Cela pose problème. D'abord, au niveau de la santé, en dehors des forces de défense et de sécurité, c'est le seul corps qui est astreint à fonctionner 24 heures sur 24. Donc, le principe de continuité du service public fait qu'il ne doit pas y avoir de discontinuité. Alors, nous ne sommes plus régis par règle globale des 40 heures par semaine. Il y a d'autres implications. Et au-delà de ces implications, quand vous prenez même les corps au niveau de la santé, vous avez plus d'une centaine de particularités de spécificité. Voilà pourquoi nous réclamons, nous revendiquons une fonction publique hospitalière pour avoir des marges de manœuvre. Et cette fonction publique hospitalière pourrait permettre, comme dans d'autres pays, de faire la consultation privée à l'hôpital.
Ce n'est pas pour chercher de l'argent, mais c'est des mécanismes de motivation. Et cela également permettrait de rémunérer autrement le médecin en introduisant ce qui se fait déjà en périphérie, les financements basés sur les résultats à l'intérieur de l'hôpital. Et cela au grand bénéfice de la population. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des structures privées marchent très bien, des structures confessionnelles marchent très bien. On ne peut pas comprendre que les coûts, par exemple, d'un certain nombre d'examens au public soient quasiment les mêmes. Quand vous prenez le scanner dans certains CHU, ça fait 40 000. Dans certains privés, ça fait 40 000. Quand vous prenez les examens de biologie dans un certain nombre de CHU ou dans les hôpitaux publics, c'est pas loin des tarifs que nous voyons dans le privé. Donc, il faut véritablement réformer la fonction publique même de l'hôpital pour permettre, dans cette structuration, de créer un certain nombre de spécificités pour recentrer les soins du médecin à l'hôpital. Cela dit, pour finir, le médecin a des obligations qui est de travailler dans la fonction publique à l'hôpital public. Mais je ne pense pas qu'on pourrait dénier le droit à un médecin qui prend le temps de sa famille pour aller chercher de quoi améliorer les conditions de vie de cette famille. Ah bon, donc vous êtes en train de défendre finalement ceux qui abandonnent pour non, aller... Pas abandonner. Mais c'est irrécent parce que, docteur, c'est en commençant, en disant non, c'est parce qu'il a du temps pour sa famille, il veut utiliser autrement ce temps. C'est peut-être ce qui a été à l'origine de cette floraison de mauvais comportements au sein des médecins qui abandonnent les hôpitaux publics pour aller vers le privé. Non, je me veux clair. Il y a des règles au niveau de l'administration publique. Vous avez des horaires au niveau de l'administration publique. Vous avez dit que le médecin travaille 24 heures sur 24. Non, je dis l'hôpital fonctionne 24 heures sur 24. Le médecin ne peut pas travailler 24 heures sur 24, sinon il va déprimer, il va succomber. Ce n'est pas possible. Mais l'hôpital doit fonctionner 24 heures sur 24. Mais si je travaille correctement, et je respecte mes 40 heures environ, et que le samedi, au lieu d'être avec ma famille, je décide d'aller en clinique pour améliorer les conditions. Mais du reste, je crois qu'avant la modification de la loi 13, devenue la loi 421, il est autorisé au niveau de l'administration publique des consultations. De la même manière, l'économiste, le juriste, ils font des consultations privées, ils peuvent enseigner, ils peuvent faire d'autres activités. Cela dit, ces activités ne doivent pas être en compétition, en conflit, d'éteindre sur l'activité publique. Voilà qui est bien dit. Là, on se rejoint parce que ce que vous avez dit, si le médecin il a un temps de repos et qu'il veut utiliser à d'autres fins, c'est son libre choix. Mais est-ce que et là encore, il ne faudrait pas qu'il en abuse sur son temps de repos pour être moins efficace au niveau du public. Mais docteur Ouedraogo, mais quand on prend un cas banal, il y a beaucoup de gens qui vont par exemple dans un hôpital de référence comme Yalgado, qui est du reste le plus grand hôpital du pays. Le médecin vous dit, retrouvez-moi dans telle clinique à 1 heure de service, normalement comme si c'était normal ce qu'il avait comme comportement. C'est de ça dont on parle aujourd'hui, on ne parle pas des heures de repos et tout ça. Ça c'est du colportage, c'est décrié par la loi, c'est condamnable par la loi, c'est condamnable à tout point de vue éthique. Et un patient qui pourrait apporter cette preuve est en droit. Les patients ont le droit de se plaindre au niveau de l'ordre des médecins. Si un médecin le fait, la population est tout à fait en droit à viser. Ils peuvent saisir l'ordre des médecins pour le médecin qui le fait. Et quelle est la marge de manœuvre de l'ordre des médecins dans ce cas de figure? C'est une procédure, mais on ne peut pas aller à la radiation de ce médecin délicat. Si, ça dépend du degré de la faute. Si la faute est fictive, ça dépend du degré. Il y a des fautes qui nécessitent, qui conduisent à la radiation du médecin. Docteur, vous me faites sourire quand vous dites qu'on peut porter plainte auprès de l'Ordre national des médecins. Je vous explique. Non, il y a des patients qui l'ont fait. Oui, mais je vous explique. Docteur, il y a un fait réel aujourd'hui. Oui. Même celui qui est à la tête de l'Ordre des médecins est propriétaire d'une clinique aujourd'hui. Ah bon? Vous ne le savez pas? Non. Vous ne le savez pas? Non. Bref, mais quand on prend le professeur, c'est le professeur Alignakara. La polyclinique internationale, c'est lui. Ça, c'est autre chose. Mais non, mais c'est autre chose. Vrai ou faux? Voilà, c'est la réalité des faits. Non, ça, c'est autre chose. Oui. D'abord, il faut faire très attention parce que, bon, l'opinion, il faudrait qu'on explique un certain nombre de choses à l'opinion publique. Allons-y, nous voulons comprendre. Voilà, aux yeux de la loi, il n'est pas incompatible qu'un médecin ou un fonctionnaire soit actionnaire d'une SARL, d'une SA. Donc, un médecin peut être tout à fait actionnaire d'une SA, d'une SARL. Et beaucoup de cliniques sont érigées en SARL, en SA. Ça, c'est un fait.
pour le cas du président national de l'Ordre des médecins, ce n'est qu'un exemple. oui, oui, Ce n'est il qu'un s'est exemple. mis en congé de la fonction publique. Il a tout à fait le droit. Il s'est mis en congé. Il est en disponibilité. Donc Mais vous du pensez... reste, non seulement il s'est mis en congé de l'hôpital où il exerçait, et même de l'armée parce qu'il est militaire. Voilà, docteur, Et ça, est-ce tout à à fait- dire ça fait aujourd'hui... partie des droits des travailleurs. Très bien. Faisons une escale sur ce cas spécifique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui continuent de travailler à l'hôpital. Il y a Algado qui ont les cliniques dans les quartiers. Mais est-ce à dire aujourd'hui que le cas, Dans par leur exemple... clinique, non, c'est ce que j'ai dit. Si un Où ils médecin sont, est actionnaire, où il est actionnaire. c'est pas sa clinique. Ben, Parce bref. que vous-même, si vous êtes fonctionnaire, Donc, oui, bon. vous pouvez être actionnaire d'une clinique. J'ai pas de souci. Alors revenons sur le cas du président de l'Ordre national des médecins parce que quand vous dites son cas, c'est un cas spécifique. Il a pris congé de l'armée et de la fonction publique pour s'occuper du privé parce que c'est son choix. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est la meilleure démarche qu'un médecin puisse avoir? Je ne voudrais pas juger, me On n'est pas prononcer dans la sur logique les... de jugement. Non, je Mais ne je voudrais veux dire- pas... Non, je ne voudrais pas juger ses motivations, mais tout simplement ce que je voudrais dire, c'est que même au privé, c'est des Burkinabés qui sont soignés. Donc, que l'on soit au privé ou au public, l'on participe à résoudre le problème de l'offre de santé. Et du reste, le privé comble un peu une défaillance publique. Docteur, vous savez bien que pour le contexte du Burkina Faso, de façon générale, ce qui est revenu régulièrement, c'est que les médecins abandonnent les centres de santé publics au profit du privé. Alors, c'est vrai qu'on en parle parce que ça fait l'objet de toutes les conversations entre vous et nous, mais la grande réalité est qu'il faut travailler à trouver une alternative à cette pratique-là aujourd'hui. Voilà C'est pourquoi- une nécessité. Voilà pourquoi nous avons fait le diagnostic. Avant les élections présidentielles, nous avons fait le tour de l'ensemble des Vous avez candidats. rencontré même les L'ensemble candidats. des candidats. Alors, docteur, moi je veux, soyons pragmatiques, expliquez à ces millions de téléspectateurs qui regardent Burkina Info actuellement, qu'est-ce qu'une fonction publique hospitalière? Parce que quand vous dites fonction publique hospitalière, on a même vu le candidat président du Faso actuellement, Rochma Christian Kabore, qui a clairement dit qu'il allait tendre vers une fonction publique hospitalière. Une fonction publique hospitalière est simplement une fonction publique spécifique qui régit les travailleurs de l'hôpital. Est-ce que c'est pas Des risqué si hôpitaux. tous les corps vont demander des fonctions publiques dédiées à leur corps, ça va être un peu délicat? Non, je vais vous répondre très simplement en disant que si tous les corps y demandent et que cela participe de l'efficacité, que tous les corps en demandent. Mais on n'est pas à ce débat. Je vous ai expliqué tantôt qu'en dehors des forces de défense et de sécurité, vous n'avez pas ce corps hétéroclite qui est en train de fonctionner 24 heures sur 24 et transversal. Donc, il y a un problème. Donc, et cette fonction publique hospitalière n'est pas simplement une fonction publique pour augmenter nos rémunérations. Non, loin de là. D'abord, dans cette fonction publique hospitalière, nous pourrions créer des postes de garde spécifiques à l'hôpital. Comme en France, il y a une fonction publique hospitalière en France, il y a une fonction publique hospitalière au Canada. Nous pourrions également créer un certain nombre de motivations liées à l'acte. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Ça s'appelle déjà le financement basé sur les résultats qui est déjà implémenté au niveau périphérique. Mais cela au grand bénéfice du malade. Et mieux, cette fonction publique hospitalière va de pair avec un statut spécifique de l'hôpital. Quand vous prenez par exemple les hôpitaux, l'hôpital de Tengango attire mieux les praticiens que l'hôpital Yaldo et l'hôpital Charles de Gaulle. Pourquoi? Tout neuf, tout beau. Pas ça. D'abord, quand vous y allez, vous êtes mieux rémunéré. Mieux. La comptabilité à l'hôpital de Tengango est une comptabilité privée, plus autonome, plus réactive. Donc, quand il y a des ruptures, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et c'est beaucoup plus contractualisé. Et donc, ça marche relativement mieux par rapport aux autres hôpitaux. Donc, la tendance, ce que nous demandons du reste même, c'est d'harmoniser, d'uniformiser le statut des hôpitaux. Il ne peut pas y avoir des hôpitaux, j'allais dire, 5 étoiles et des hôpitaux qui sont au rabais, et nous pensons qu'il faudrait harmoniser le statut de l'ensemble des hôpitaux. Donc il faudrait élever le statut des autres hôpitaux au statut de l'hôpital de Tengango, parce que nous sommes tout à fait... Est-ce que ça n'a pas commencé avec Yalgado qui est en train de tranquillement, lentement, mais sûrement être délocalisé vers le secteur 30, le SEMA du 30, parce qu'il y a de nouveaux bâtiments qui ont vu le jour. Le projet avance. La dernière fois, le ministre de la Santé y était, il a parlé de 98% de réalisations. Oui, vous délocalisez Yalgado les bâtiments. Yalgado n'est pas à sa place Délocaliser aujourd'hui. les bâtiments, ce n'est pas cela qui
améliore fondamentalement le fonctionnement d'un hôpital. Je vous dis que le statut de l'hôpital de Tengango, appelé hôpital Blaise Compaoré, est tout à fait différent des autres CHU. Alors, dans la fonction publique hospitalière qu'on aborde actuellement, est-ce que cela peut avoir un impact positif sur le fait qu'on veut transformer les CSPS en CM? C'est un projet qui était censé voir le jour au plus tard en 2017, mais bon, c'était l'ancien gouvernement, l'ancien président qui avait ce projet-là en marche. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun de relancer un tel projet aujourd'hui, avec notamment des médecins qui vont se retrouver dans le CSPS? Alors, il faut aller pas par pas. Nous revendiquons la médicalisation du pays. Et nous sommes très clairs. Il ne suffit pas simplement de rebaptiser CSPS, CM et de d'y affecter un médecin. Il faut véritablement que dans chaque commune, on puisse médicaliser la commune. Cela revient à quoi? Cela revient à transformer le CSPS en centre médical avec un laboratoire de base, une radiographie de base, avec des unités de base et évidemment de quoi loger le médecin. On en reviendra. Peut-être qu'avec l'élection municipale, les maires vont s'y atteler dans le cadre du PPP pour pouvoir disponibiliser des logements à ces médecins des CSPS transformés en CM. Donc si le CSPS est transformé en centre médical, on se retrouve avec un hôpital de commune. Et la fonction publique hospitalière va concerner ces hôpitaux de commune, donc c'est CM. Avant cela, pour que cela puisse réussir, il faut médicaliser les régions. Et il faut résoudre même la question des régions. Je voulais en parler justement. Est-ce que cela veut dire tout simplement qu'il faut transformer les CHR en CHU aujourd'hui? Je vais parler des 13 chefs-lieux de région. On a un CHU à Ouaga, il y en a déjà 2, Blaise Compaoré et l'hôpital de Tengango et puis l'hôpital Sialgado. À Bobo-Dioulasso, on a parlé également de la construction d'un hôpital de référence. Est-ce à dire qu'il faut transformer dans les autres chefs-lieux de région les CHR en CHU? Les recommandations issues de notre colloque, nous avons émis ce vœu. Ça va pour plusieurs raisons. Extrêmement cher, docteur. Pour plusieurs raisons. Un, pour nous, la transformation d'un CHR en CHU est fonctionnelle. Que le CHR reste CHR, ce CHR doit être au nord. On n'a pas besoin que ce CHR soit transformé en CHU avant de mettre ce CHR au nord. Donc, soyons clairs. Ce n'est pas du tout une condition. Pour nous, le rapport est fonctionnel. Un, quand le CHR est transformé en CHU, les spécialistes qui y travaillent déjà seront des hospitaliers universitaires. Qu'est-ce qu'un hospitalier universitaire? C'est juste un spécialiste qui travaille à l'hôpital et à l'université. Comme il enseigne à l'université, il a une rémunération de l'université. Mais comme il intervient en plus à l'hôpital, l'hôpital donne des émoluments à ce spécialiste. Donc nous avons déjà des spécialistes dans les CHR. Si ce CHR est transformé en CHU, ces spécialistes auront des émoluments. C'est des mécanismes d'attraction. Deuxième élément fonctionnel, c'est faire en sorte qu'il y ait une convention entre ce CHR avec une université pour que ces médecins spécialistes puissent travailler. Cela est faisable. Il y a 3 entités de formation de médecine au Burkina. Troisième élément, et là c'est l'élément qui nous paraît le plus intéressant, c'est de pouvoir y affecter des étudiants en médecine, des internes, pour être mieux encadrés, mais aussi pour augmenter l'offre de soins aux populations. Quand vous allez à l'hôpital Yalgodo, vous avez pratiquement 300 internes. Vous avez des médecins en spécialisation. Vous vous retrouvez dans des services où vous avez 50, 60 étudiants. Ils apprennent comment? Alors, si on a la possibilité d'envoyer des internes dans les régions, mais cela dit, on ne peut pas les envoyer sans condition de base. Mais justement, parce que c'est ce que je voulais en venir. Parce que... Oui, on ne peut pas les envoyer sans condition de base. Il faut des cités, il faut des restaurants, bref. Mais pour la gestion des internes, cela peut se planifier. Mais à partir du moment où les internes y seront dans ces CHR, il y a un avantage triple. Comme je le disais, les médecins spécialistes pourront encadrer ces internes. Ces internes vont pouvoir augmenter l'offre de soins des populations. Mais chose plus intéressante, c'est qu'on n'aura plus besoin de médecins généralistes dans les CHR. On pourrait redéployer ces médecins généralistes dans les CM.
Et cela participe à la médicalisation. Alors, on va nous dire, et le débat revient, on n'a pas suffisamment de médecins. Au moment où je vous parle, j'ai une liste de 180 médecins généralistes qui attendent d'être enrôlés. Alors, la ressource est là. Oui, mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous avance comme difficulté pour ne pas les prendre? Non, le processus est en cours, mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui... S'il y a la volonté, on peut faire. Oui, il suffit d'une volonté politique, mais évidemment avec des moyens. Mais je veux simplement dire que la contrainte qui était le manque de médecins généralistes ne se posera plus. Parce que nous serons à même, à partir de 2017, de générer 400 à 500 médecins par an avec les 3 entités de formation. Docteur, parlons à présent de cette situation, parce que vous parlez de fonction publique hospitalière, la situation également des centres régionaux qu'on pourrait éventuellement transformer en CHU, même si ce n'est pas le cas, mais avec beaucoup de médecins, ça pourrait régler le problème. Mais est-ce que vous pensez que si éventuellement ces différentes recommandations aboutissaient, cela pourrait être une alternative à ces morts qu'on enregistre d'insuffisance dans le Burkina Faso? Oui, parce qu'on n'a qu'un seul centre de dialyse au Burkina. Après plus de 50 ans d'indépendance, pourraient dire certains. Le problème de l'insuffisance rénale au Burkina nous interpelle oui. tous. Et je m'explique. Il faudrait prendre le problème d'un point de vue holistique. Il y a la question même qu'il faut aborder, la question relative même à la cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de malades du rein? Nous, de notre point de vue, cela est un peu tributaire à l'insuffisance de médicalisation de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le paramédical a des limites pour la prise en charge des maladies émergentes telles que le diabète, l'hypertension. Vous avez par exemple le même traitement standard. Est-ce qu'il n'y a pas une négligence aussi de la part des Burkinabés? Parce que quand vous parlez de l'hypertension artérielle, ils sont combien les Burkinabés qui nous regardent, qui ont le temps même d'aller prendre leur tension? Oui, mais ça c'est un problème, oui, d'aller se faire dépister pour le diabète. Ça aussi, ce sont des points importants. Mais en général, le médecin, quand le médecin reçoit un malade, c'est quasi systématique, la tension et la glycémie est demandée. On dépiste plus facilement ces pathologies. Et j'en viens, pour même amoindrir le nombre de dialysés, il faudrait même déjà mettre en place un programme de subvention pour la prise en charge de ces pathologies. Alors, faut-il un programme comme le programme PALU, programme polio et tout ça? Un programme de prise en charge des diabétiques, de prise en charge des hypertendus, parce que ces deux pathologies aboutissent et évoluent inexorablement à l'insuffisance rénale. Donc, il faut déjà, en amont, saisir le problème et y résoudre. Ensuite, quand on n'arrive pas à prévenir ces pathologies et qu'on se retrouve dans une situation d'insuffisance rénale. Eh bien, je prends un exemple. Un malade à Tinakov qui a besoin de la dialyse est obligé de déménager dans les couloirs de Yalodo s'il n'a pas de famille d'accueil à Ouaga. Parce que simplement, il lui faut au minimum 2 dialyses par semaine. Et on est autour de 350 dialysés. Et bien ça, ce sont les malades qui se sont révélés au grand public et ceux qui meurent dans le silence. Voilà. Et nous pensons que si, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement décide de former 15 néphrologues l'année prochaine, et l'année sur 15 néphrologues, en 5 ans, nous pourrions faire en sorte qu'il y ait 2 néphrologues par région. Aujourd'hui, les générateurs de dialyse coûtent entre 7 et 15 millions. Donc, nous estimons, avec l'unité de traitement d'eau autour de 200 millions, donc autour de 300 millions, nous mettons en place petites unités de dialyse dans les régions. En Côte d'Ivoire, il y a des cliniques privées qui font la dialyse. Et avec 3 milliards, nous pourrions faire en sorte qu'au bout de quelques années, parce qu'il faut au moins 5 ans pour que ces néphrologues puissent être formés, parce qu'il faut de la ressource humaine, au bout de 5 ans, nous pourrions faire en sorte que dans chaque région, il y ait 2 néphrologues avec des unités de dialyse. Et cela va désengorger Yalk. Donc, le déplacement des malades de 500 km et plus va mieux et mieux. Les néphrologues qui seront pourraient gérer, juguler les suffisants. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'atteint pas un stade de dialyse comme ça. C'est quand on n'arrive pas à résoudre même le problème de l'insuffisance rénale, parce qu'une simple diarrhée, donc des c'est la vomissements, phase terminale. voilà, une simple diarrhée, des vomissements
donc créer ce qu'on appelle l'insuffisance rénale fonctionnelle. Et cette insuffisance rénale fonctionnelle aboutit à l'insuffisance rénale chronique si on n'arrive pas à prendre la charge correctement. Si on a des néphrologues dans les régions, ça résout déjà ce problème. Et en termes d'économie de la santé, on va réduire même le coût d'investissement. Du reste, il y a le problème également de la subvention de l'État. De 2014 à 2015, les coupes budgétaires de l'hôpital Yaldo, donc que le gouvernement en 2014-2015 a effectué, s'élève à 2 milliards 600 millions. Alors ces coupes-là... Et ces coupes, évidemment, ce n'est pas forcément la dialyse, mais c'est les soins d'urgence. Mais les soins d'urgence, quand ce n'est pas bien effectué, influencent sur la dialyse parce que les malades qui ne sont pas correctement pris en charge, ils vont forcément, si la pathologie implique le rein, aller à l'insuffisance rénale. Il y a des coupes budgétaires sur des salaires, il y a des coupes budgétaires sur du matériel d'investissement à l'hôpital. Alors, les hôpitaux sont obligés, ça c'est un exemple, les autres hôpitaux également ont subi des coupes. L'hôpital, il y a 2 milliards 600. 2 milliards 600, ok. Mais on régule, par exemple, on fait des coupes budgétaires sur les soins d'urgence pour faire un programme, un PSUT, programme social d'urgence. Je vois pas de la cohérence. Vous êtes en train de parler du gouvernement de transition. Oui, le gouvernement de transition a fait beaucoup de coupes budgétaires au niveau de la santé. Et du reste, j'en viens toujours à la dialyse. Depuis 10 ans, la subvention de la dialyse est d'1 milliard. Ça n'a pas changé. Pourtant, chaque année, le nombre de malades augmente crescendo. Donc, il faudrait objectivement, au jour d'aujourd'hui, pour les prévisions même de 2016, nous avons besoin de 34 000 kits environ. Et le kit coûte autour de 52 000, sans compter les autres adjuvants, les autres éléments. Donc 1 milliard, ça ne peut même, c'est quasiment la moitié de ce qu'on a besoin. Donc il y a un problème de ressources, de subventions. Il faudrait que l'État puisse véritablement, nous interpellons le ministère de la Santé, le ministère des Finances surtout, également, qui est chargé de la régulation budgétaire, qui est normal. Dans un pays, il faut faire des régulations budgétaires. Mais je pense que dans le domaine de la santé est tellement sensible qu'il faut éviter de faire des régulations budgétaires pour impacter le... Voilà qui est bien dit, docteur. On parle des insuffisances, l'insuffisance rénale qui est une maladie de santé publique aujourd'hui parce que quand il y a des ruptures de consommables, ça fait l'actualité. Après, on oublie, on passe à autre chose, même si on est solidaire des malades. Il y a également récemment le Burkina qui a été victime d'un autre fait inédit. C'est la rupture, par exemple, des médicaments pour le BCG. Comment on peut expliquer un tel comportement? Ce qui s'est passé. Je venais tantôt de vous parler de coûts budgétaires. De notre point de vue, il est incohérent de faire des coûts budgétaires dans un domaine social pour un projet social. Donc c'est la conséquence de ces coûts budgétaires. Absolument, parce que de toutes les façons... Pourquoi les autorités n'osent pas dire ouvertement que c'est ça qui fuit le problème? Mais je crois qu'en ayant lu un certain nombre de communiqués, et on peut s'apercevoir aisément que la conséquence de ces ruptures est due à des coûts budgétaires. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une bonne gestion dans le domaine sanitaire. Pour moi, les coûts budgétaires, c'est la conséquence des régulations budgétaires. Et l'instance chargée de la régulation budgétaire, de notre point de vue, c'est vrai qu'il y a le ministère des Finances qui est au centre, mais c'est quand même mais tout parle du ministère de la Santé d'abord, parce qu'il faut que le ministre de la Santé fasse des belles propositions, fasse ressortir la réalité des faits sur le terrain, pour qu'au niveau du ministère des Finances, on puisse actionner de par le gouvernement. Peut-être, mais pour la petite expérience syndicale que j'ai eue, souvent, les ministres dans les différents secteurs, souvent, ont du mal avec les ministres de l'économie. C'est ce qui a du reste militaire à ce qu'on ait voulu que chaque ministre soit totalement ordonnateur, vraiment, principal de son budget, quel que soit le montant. Mais je crois que cela est reporté sine die. Mais c'est normal, comme je vous le dis, dans une république, on n'a pas l'argent au même moment. Effectivement, les impôts ne peuvent pas rentrer au même moment, il faut des régulations. Mais il y a des secteurs stratégiques. De notre point de vue, on ne doit pas réguler au niveau de la santé. En tout cas, quand on le peut, il faut l'éviter parce que ça entraîne des conséquences que nous voyons, qui est des morts pour le paludisme, qui est un certain nombre de ruptures de kits, par exemple. Cela dit, peut-être qu'il y a également la part de la gestion. Mais au demeurant, si ces coupes budgétaires n'étaient pas une réalité, on aurait pu aussi rechercher d'autres causes. Docteur, parlons de la volonté politique tout à l'heure, parce que vous avez dit s'il y a de la volonté politique, on peut réaliser de grandes choses. Je voudrais qu'on parle à présent d'un aspect aussi qui est important, c'est la déclaration qui a été faite par le Premier ministre Paul Kabatieba. Il a clairement dit que les soins d'urgence seront désormais gratuits. Ça, c'est déjà un premier pas qui est franchi.
Oui, il faudrait très rapidement que les populations puissent comprendre et que le politique aussi puisse dire clairement. La gratuité des soins d'urgence, c'est arrimé à l'assurance maladie ou c'est avant l'assurance maladie? Ou bien c'est des soins d'urgence sans prépaiement? Parce que c'est tout à fait différent. Le Premier ministre n'a pas été tout à fait explicite. Peut-être que... c'est le travail de son ministre de la Santé d'expliquer aux gens. Peut-être ils vont prendre langue ensemble, ils vont clairement dire de façon claire ce que revêt ce concept pour que les populations puissent comprendre. Parce qu'une prise en charge sans prépaiement équivaut à dire que vous venez aux urgences, vous n'avez pas besoin de payer avant qu'on vous prenne en charge. Oui, mais pour les premiers soins, c'est naturellement cela. Absolument, mais après vous payez. Mais une prise en charge totalement gratuite, vous ne payez rien aux urgences. Si la prise en charge gratuite doit être arrimée à l'assurance maladie, il faudra attendre 2 ans. Donc, il faut être clair pour que les populations puissent comprendre. Alors, docteur, autre précision également, c'est cette rencontre qu'a eu le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, avec le corps médical. C'est une grande première. Il a rencontré tout le monde. On s'est dit peut-être que c'est le début de la solution à vos problèmes. Oui, en tant que... Le geste lui-même, il est salutaire. En tant que syndicat, nous sommes dans notre rôle de contre-pouvoir, ce qui nous amène à critiquer. Mais quand il y a des actions qu'il faut saluer, il faut le saluer. Nous pensons que cela permet d'éviter la situation de l'hôpital de Tenganugo où on a ce joyau où il n'y a pas de ressources humaines. Et quand on sait que pour former des ressources humaines, des spécialistes, il faut 4 à 5 ans, il faut y commencer. Tant qu'on n'a pas les ressources humaines, ça pose problème. Les infrastructures, comme vous le savez, les Chinois, dans un certain nombre de pays, construisent des hôpitaux en quelques mois. Ça se gère facilement. Le matériel, en quelques mois, vous l'avez. Mais la contrainte de la ressource humaine est là. Il faut 5 ans, vous n'y pouvez rien. Donc, cette situation donne qui est consisté à rencontrer les coordonnateurs de 2S pour leur demander d'accroître leur capacité d'accueil et nous félicitons ces professeurs, nos chers maîtres, souffrez que je leur appelle ainsi parce que en médecine il y a cette hiérarchie et il faut le reconnaître et nous sommes tout à fait contents qu'ils aient accepté suspendre même la formation pour réouvrir le concours d'entrée pour former massivement. Cela nous réjouit. Et à partir du moment où on aurait suffisamment de spécialistes, on pourrait médicaliser les régions. Et si nous médicalisons les régions, c'est tant mieux pour nos populations. Et cela est du reste même indispensable pour que nous puissions réussir l'assurance maladie universelle. Alors, docteur Ouedraogo, on est pris par le temps, il ne nous reste plus beaucoup de temps donc, dans cette émission. Est-ce que vous pensez que, manifestement, il faut que les médecins, eux aussi, ils lassent du lest, comme on dit généralement, pour pouvoir quand même rejoindre les régions, parce que c'est difficile actuellement. Oui, voilà pourquoi. Je tiens à ce qui, quand même, on précise là, est-ce qu'il faut que vous lâchiez du lest pour qu'on puisse quand même rejoindre les villes de l'intérieur, parce que souvent, il y en a qui ne sont pas intéressés. Je vais vous dire une chose. Hier, rien qu'hier, j'ai changé avec des médecins spécialistes qui ont fini, qui veulent rejoindre les régions. Ils nous disent, je vais bien aller en région. Je prends un exemple à tout hasard. Un gastrologue qui n'a pas de fibroscope. C'est vrai, il peut être utile. Mais il dit, si je n'ai pas de fibroscope, je suis sous-employé. Et au bout de quelques années, je vais même oublier comment m'en servir de la fibroscopie. Voilà, par exemple. Et c'est la même chose pour des cardiologues. On peut bien, les médecins spécialistes veulent aller en région sous 2 conditions majeures. Lesquelles rapidement? L'équipement des régions et nous saluons le fait qu'un certain nombre de partenaires s'y intéressent, mais aussi la rémunération. Ok, voilà qui est bien, le docteur. En 1 minute, quelles sont vos attentes au niveau du syndicat des médecins de ce nouveau pouvoir qui vient de prendre fonction il y a environ 3 à 4 mois maintenant? Alors, nous estimons que nous sommes dans une situation assez complexe sécuritaire et nous continuons, comme nous l'avions déjà fait avant même la campagne, à faire notre plaidoyer, donc notre lobbying et à expliquer. Et quand nous avons eu l'occasion de rencontrer notre ministre de la Santé, il nous a rassuré que des états généraux du système hospitalier s'organiseraient très rapidement. Et nous attendons qu'au sortir de ces états généraux du système hospitalier, nous puissions avoir un statut particulier des hôpitaux, un statut particulier de ceux qui vont y travailler au grand bénéfice des populations. Et si cette situation ne se réalisait pas, nous avons 2 options, 2 possibilités. Soit de privatiser le système de santé, ou soit de lutter.
Mais comme nous aimons notre peuple, nous allons lutter. Ben, attendons de voir ce que cela va donner. Merci bien, docteur Ouedraogo. Merci à vous qui nous avez suivis à travers les antennes de Burkina Info. On espère que ce grand déballage vous aura été utile parce que quand on parle du système de santé, nous sommes tous des malades ambulants parce que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans un centre de santé. Merci bien au syndicat des médecins d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. On espère que quand on va vous réinviter, vous allez revenir. C'est nous qui vous remercions et ce serait toujours avec plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. À très vite.